Cet après-midi, nous avons le plaisir d'accueillir Jean Villanova, qui revient en deuxième semaine, ou en deuxième année, puisqu'il était déjà avec nous l'année dernière et son intervention avait fait mouche. Et là, on lui a donné un sujet intéressant qui est celui de notre journée, la médecine libérale. J'y crois, j'en ai envie. Et voilà, on lui a envoyé ce sujet-là et on lui a dit « vous avez une demi-heure ». Jean Villanova est juriste, professeur à l'Université de Lille et spécialiste du droit médical. Il a beaucoup travaillé sur le secret médical. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis très heureux d'être des vôtres. Une fois de plus, je vais donc vous parler de l'installation sous un angle, là encore, non pas anxiogène, comme c'est trop souvent le cas. Alors oui, je fais du droit, je suis juriste, c'est quelque chose qui nous rapproche. Vous faites, vous et moi, nous faisons ensemble des métiers que nous aimons. Et c'est là un point commun que je suis heureux de partager avec vous. Nous avons choisi les métiers que nous aimons. Alors je vais vous parler effectivement du projet libéral. Ce projet libéral qui présente effectivement une image assez biaisée aujourd'hui. Je suis un juriste, mais je suis aussi un citoyen qui écoute, qui regarde les journaux télévisés, qui entend ce qui se dit. Effectivement, lorsque j'entends ce que j'entends, je me dis, au fond, si j'étais un jeune médecin ou un interne en fin de cursus, est-ce que j'aurais envie de m'installer? On entend des horreurs, il faut quand même le dire. Alors prenons un petit peu quelques exemples. L'image projetée par les débats sur la loi de santé, c'est une image très anxiogène. On a parlé, on s'est battu, des propos ont été échangés, parfois très vifs. Et tout ceci, je me dis, et j'en ai discuté avec les internes et les chefs de clinique que je côtoie, qui me disaient, quand on entend tout ça, au fond, on se demande si il ne serait pas mieux de faire autre chose que de la médecine libérale. On va y revenir, on va revenir là-dessus. Je suis là pour défantasmer, je suis là pour dédramatiser les choses. La fiscalité, oui, la fiscalité française est contraignante et complexe. Mais comme l'a dit ce matin votre consoeur, le docteur Guyot, il y a des gens dont c'est le métier, des gens à qui vous allez confier ces tâches qui sont prenantes, qui sont complexes, et qui vous aideront, c'est leur métier, ils sont là pour ça. C'est un point également. Le risque médico-légal, moi je suis un juriste spécialisé en responsabilité médicale, il faut défantasmer le risque médico-légal. Vous avez encore, et fort heureusement pour vous, fort heureusement pour la patientèle, fort heureusement pour moi, patient potentiel, la possibilité d'exercer votre art sereinement. Les juges ne font pas le siège de vos cabinets libéraux, les patients ne sont pas là prêts à en découdre. La pratique, qui plus est la pratique libérale, où les regards se croisent, où la confiance naît, fait que le risque médico-légal reste largement sous contrôle. Et statistiquement, dans cet amphithéâtre, il y aurait peu d'entre vous qui demain seraient confrontés à une difficulté avec un patient le conduisant devant un tribunal. Il faut là aussi ramener les choses à leur juste mesure. Et puis on continue cette espèce de catalogue un peu affreux. L'acte de soin dévalorisé, oui, c'est vrai. Il y a un risque aujourd'hui dans notre pays, et c'est là finalement que je pointe la fragilité. L'acte de soin se banalise. Vous devenez peut-être, à l'instar des autres, un prestataire de services comme les autres. Le patient n'a plus souvent conscience de ce que représente l'acte de soin. Je confie mon corps à un humaniste. Je confie mon corps et je vais lui livrer des secrets que je ne partage parfois avec personne. Ça, ce n'est pas dévalorisé. Et l'acte de soin se dévalorise. On a pu dire, et je l'ai entendu ce matin d'ailleurs dans un atelier, que le tiers payant généralisé, dont nous reparlerons tout à l'heure, est peut-être aussi un élément de cette banalisation de l'acte de soin. Nous en reparlerons très certainement. Les horaires de travail. Oui, mais il y a pour ça, effectivement, des horaires très contraignants. Mais il y a l'association. On en a encore parlé ce matin et d'une façon très, très positive, très, très pédagogue. Moi, je suis un vieux professeur. Je sais ce qu'est la pédagogie, les propos étaient très pédagogues. L'association permet aussi de partager le travail, de passer plus de temps, de consacrer un peu de temps à autre chose aussi que la médecine, ses loisirs, ses enfants, sa famille, etc. Et enfin, le burn-out, ça c'est un vrai problème, c'est un problème qui touche les professionnels de santé et les médecins comme d'autres professions, qui pourraient relever demain d'une maladie professionnelle. Bref, voilà ce portrait anxiogène. Maintenant, j'ai une autre vision à vous donner, moi, de l'exercice libéral et du praticien libéral. On va peut-être regarder ce qui le qualifie d'abord, d'abord ce qui le qualifie, et ensuite tout le reste, que deviennent les primo-inscrits. Ceux qui, pour la première fois, s'inscrivent au tableau de l'ordre, 70% d'entre eux optent pour un exercice salarié. Que deviennent-ils 5, 6 ou 7 ans plus tard? Et puis nous en terminerons sur les premiers pas vers l'installation. Alors commençons par, effectivement, le libéral. Moi, j'ai une autre définition ou une autre description du libéral à vous faire que celle que l'on entend de façon parfois excessive
de la part des, même complaisante de la part de certains médias. Alors je vais vous lire quelque chose, c'est le seul moment de la journée où je vous lirai quelque chose. Je vais vous donner la définition légale de ce qu'est un professionnel libéral. Libéral d'abord dans son acception la plus large. Ensuite, nous verrons le libéral médecin. Alors je lis la loi. Les professions libérales, et quelques mots sont très forts, sur lesquels je reviendrai. Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante, voilà un mot fort, et sous leur responsabilité, encore un mot fort, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins, mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées, dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice, etc., etc. Il y a quelques noblesses, il me semble, dans ces termes, dont les pouvoirs publics, dont les commentateurs, dont parfois certains médias taisent la beauté, il me semble. Et le libéral, c'est aussi cela. C'est aussi cela. Continuons notre investigation, si vous le voulez bien. J'ai pensé passer ça sous silence. Et voilà que je me décide d'en parler. La mort de la médecine libérale, d'une certaine manière, est une bonne chose. Ah, très bien. Qui tient de tels propos? Une économiste de la santé, très connue, qui a ses entrées dans les allées du pouvoir, qui enseigne l'économie de la santé dans une université. Et d'ailleurs, je crains, quant au formatage de l'esprit de ces étudiants, dont certains d'entre eux seront demain des décideurs, avec un professeur qui semble ici tenir des propos qui relèvent soit de la provocation, soit de l'idéologie. En tout cas, des propos inutiles. Allez, je le dis, je n'aime pas fustiger qui que ce soit. La mort de la médecine libérale est dans une certaine mesure une bonne chose. D'abord, c'est faux. D'abord, elle n'est pas morte. Et si elle mourait, ce serait probablement pas une bonne chose. Mais on se rend compte qu'au fil du temps, le libéral monte en puissance. Regardez, 7 ans après, nous sommes à 9,4% et nous passons à 30%, pratiquement un praticien sur 3. Donc, malgré tout, il a sa place. Et heureusement pour la société, on a besoin de tout le monde. On a besoin des structures hospitalières, techniciennes, performantes. On a besoin d'une médecine de proximité. On a besoin de tout le monde. On ne fera pas les choses les uns sans les autres. C'est ce que cet économiste de la santé n'a visiblement pas encore très bien compris. C'est un petit peu la même chose. Il y a aujourd'hui des inflexions dans la carrière médicale. Ce n'est plus le tout libéral ou le tout hospitalier ou le tout salarié. Je commence ici, si je reprends ce schéma-là, je commence effectivement par un exercice salarié, avec effectivement cette espèce de périmètre bien dessiné du salariat. Et puis je vais visser ma plaque, comme l'on dit, aux environs de 40 ans, un peu moins ou un peu plus. Il y a des inflexions qui se trouvent aujourd'hui dans le monde médical, comme il en existe effectivement dans l'ensemble ou dans presque toutes les autres carrières possibles que l'on puisse embrasser. L'installation libérale, ce n'est pas le parcours du combattant. Je ne prône pas, moi, l'installation libérale. Je suis un juriste tenu à l'objectivité. Je ne milite pas, je donne des faits. L'installation libérale, ce n'est quand même pas le parcours du combattant. Qui plus est, lorsqu'on est au stade qui est le vôtre, vous avez largement prouvé vos capacités à intégrer et gérer les difficultés, quelles qu'elles soient, et autrement plus complexes. Le cabinet médical, et ça a été abordé ce matin, c'est aussi une entreprise. Un cabinet médical, c'est un endroit où l'on soulage la souffrance des gens. C'est un lieu d'humanisme. Et c'est toute la noblesse de la médecine. Mais c'est aussi une entreprise. On peut le regretter, mais c'est une entreprise avec les contraintes inhérentes aux entreprises, avec les charges inhérentes aux entreprises, avec la gestion du personnel. J'en parlais il y a 2 minutes et je vous disais qu'il n'y a rien de plus complexe que la gestion du personnel. Troisième idée forte, l'installation ne se prépare pas seule, bien sûr. Il y aura autour de vous pléthore de personnes, et peut-être même trop de personnes, pour vous aider, au niveau de la fiscalité, au niveau du droit, au niveau de la comptabilité, les études de marché, vos aînés dans la carrière, les autres professions de santé et vos aînés dans la carrière sont là également pour orienter votre réflexion. La décision définitive, vous la prenez seule. Mais en amont de cette décision, il y a de très nombreuses structures très compétentes et désintéressées, je le dis, qui vont vous aider donc à mûrir ce projet et à prendre votre décision. Le praticien territorial de médecine générale, exercé dans un désert médical, pratiquer au moins 165 actes par mois, et une garantie de revenus bruts de 6 900 € par mois. Et si on n'est pas à ce niveau-là par les simples honoraires, eh bien, il y a donc un complément versé par la collectivité, encore une fois. Ce sont des idées intelligentes qui ne va pas mettre fin aux déserts médicaux, bien sûr, mais qui va aider, qui va créer ou renouer un contact avec une patientèle
isolée, et la patientèle isolée est souvent la patientèle la plus fragile. Et enfin, bien sûr, la collaboration libérale. On n'aura pas trop le temps d'en parler. Moi, je suis un grand adepte de la collaboration libérale. Ce senior qui met à la disposition de son jeune confrère ou de sa jeune consoeur une partie de ses moyens, du local, de la patientèle, celle évidemment qui veut bien. Alors, maintenant, il y a l'exercice associé. C'est vrai que le choix de l'exercice solitaire devient minoritaire pour plein de raisons, l'organisation de l'offre de soins, la désertification aussi, et puis parce que, comme je vous le disais, le jeune médecin ou le médecin moins jeune a envie de partager. La solitude, aujourd'hui, peut faire peur à certains, même si on peut y trouver aussi, dans un schéma d'organisation personnelle, tout le plaisir et tout l'intérêt de se construire et de construire une patientèle. L'association, dans notre pays, elle est intelligemment faite. C'est quoi un désert médical? Il faut le rappeler, il faut le dire tout le temps. Un désert médical, c'est d'abord un désert. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de poste, il n'y a pas de gare, il n'y a pas de cinéma. On peut avoir envie d'aller au cinéma de temps en temps, avec ses enfants, son conjoint. Donc, un désert médical, c'est d'abord un désert. Et moi, j'entends le discours d'un ou d'une jeune interne de 28 ou 29 ans qui construit une vie familiale. Aller dans un désert médical, mais il n'y a pas d'école. Il n'y a rien. Donc, le problème du désert médical, qui est d'abord le problème du désert, c'est un problème qui ne doit pas vous être imputé à vous. C'est à l'État d'organiser de façon harmonieuse, je dirais, le maillage de l'offre sur l'ensemble du territoire. Vous choisirez votre secteur conventionnel, le secteur 1. Le secteur 1, donc, avec des tarifs conventionnels signés entre les organisations syndicales représentatives et les pouvoirs publics. Donc, le C à 23 €, nous en parlions ce matin, et en contrepartie de cette sectorisation, il y a une prise en charge des cotisations, d'un certain nombre de cotisations sociales par l'assurance maladie. Le secteur 2, où il y a donc effectivement des dépassements d'honoraires qui doivent être faits avec tact et mesure. Alors pour un juriste, le tact et la mesure, ça ne veut rien dire. Moi, je sais ce qui relève du tact, et je sais ce qui ne relève pas du tact, mais je ne sais pas où se trouve la frontière entre les deux. Donc ce sera encore une fois du bon sens. Nous sommes quand même des gens dotés d'un esprit, d'un cerveau. Il y a là à faire preuve de bon sens, du moins je l'espère. À l'art médical, c'est un art, c'est une science, mais c'est un art pour nous les juristes. Je pense d'abord au patient et à la relation nouée avec le patient. C'est ça toute la richesse, elle est là. Le lien que vous allez créer avec le patient qui n'est jamais un ami. Bien sûr que non, un patient ne peut pas être un ami, sinon c'est entrer dans une mécanique assez diabolique. Mais le patient est le patient, avec tout ce que la représente, comme confiance, comme noblesse, comme relation dans la durée. Nous sommes dans une société d'instantanéité, je vous disais. La relation médecin libéral-patient est une relation de durée. Mais ce patient, il vous verra toujours, même moi sans doute, qui suis censé être quelqu'un d'informé, d'une façon déformée. Le patient vous voit d'une vision qui est la sienne, qui est déformée. Comment vous voit-il? La médecine, c'est l'art qui chronicise le sida, qui permet de greffer les mains d'un mort à quelqu'un dont les mains avaient été sectionnées. La médecine, c'est l'art qui permet de refaire le visage d'une jeune femme qui a été défigurée par un chien. La médecine, c'est un art tout-puissant. C'est un art humble, dangereux, parce que toucher le corps d'un patient, c'est dangereux. Et un art au contour très incertain, ça évolue très vite. Et il faut, et c'est là le propre de la pratique quotidienne de proximité avec la patientèle, montrer aux patients qui vous êtes. Vous êtes des êtres fragiles, vous êtes des êtres humains. L'être humain est perfectible, il se trompe, il est fragile. Et toute création humaine est perfectible. La rémunération du médecin, cette rémunération, je pense que nous allons aller vers un système, je dirais, à double entrée, qui existe déjà. Il y a la rémunération du paiement à l'acte. Alors, va-t-elle perdurer? J'entendais ce matin, lors d'un atelier, des propos assez pessimistes quant à cette rémunération à l'acte. Peut-être ces propos sont-ils justes? Je ne suis pas là pour, effectivement, porter commentaire, bien sûr. Mais donc, et puis cette rémunération à l'acte devrait s'accompagner également d'une rémunération pour toutes les tâches médico-sociales, administratives aussi, que l'on vous demande de plus en plus souvent d'assumer. Et où nous allons certainement... La rémunération sur objectif de santé publique, c'est un peu ça. Une rémunération qui vient en complément de la rémunération à l'acte du praticien. Les relations avec l'assurance maladie, elles sont toujours un peu difficiles, elles sont toujours un peu tendues. Le médecin a longtemps été... Il faut remonter dans l'histoire, c'est une réalité. La médecine, pendant des siècles, a été libre d'elle-même. On demandait aux médecins de soigner et parfois de guérir, ça arrive.
sans vraiment lui demander d'être comptable des deniers publics. C'est comme ça que la médecine s'est développée. Et c'est comme ça d'ailleurs que les magistrats, je suis bien placé pour le savoir, voient la médecine. Un médecin qui se défendrait en disant « Monsieur le juge, je n'ai pas fait cette investigation parce qu'il n'y avait plus de sous à la sécurité sociale », ce juge n'entendra pas ce discours-là. Bref, la relation avec l'assurance maladie, effectivement, il y a aujourd'hui un lien de préposition, il faut employer les mots, ne pas avoir peur des mots, entre le médecin libéral et l'assurance maladie. Oui, il y a des paiements qui sont initiés, adressés, organisés par l'assurance maladie, et cette situation-là est une situation de préposition. Mais ça ne nuit pas complètement. J'ai des amis juristes qui disent « Il n'y a plus de libéraux en France. Qu'est-ce que tu t'embêtes à courir partout ?» Mais le libéral n'existe plus. Ils sont tous payés par la sécurité sociale. Non, c'est faux, c'est faux. Il y a une partie effectivement de lien de préposition et une partie qui reste totalement indépendante et libre. La force du statut libéral, elle dépendra des médecins eux-mêmes. N'attendez rien ou pas grand-chose des pouvoirs publics, quelle que soit leur couleur du moment. Les pouvoirs publics font preuve de brutalité, quelle que soit leur couleur du moment. On dit que la médecine est coûteuse. C'est vrai qu'elle est coûteuse, elle est très coûteuse. Mais si elle est coûteuse, c'est parce qu'il y a des dysfonctionnements. Mais c'est aussi parce qu'elle est efficace qu'elle est coûteuse. C'est aussi pour ça. Alors moi, soit je reconnais que la médecine coûte cher à la collectivité nationale, mais aussi parce qu'elle est efficace. Mais je voudrais aussi que nos économistes, je n'ai rien contre les économistes, en dépit des propos acerbes que je ne cesse de tenir depuis le début de l'intervention contre eux, quantifient aussi les gains de la médecine libérale, hospitalière mais libérale. Lorsqu'un patient se rétablit, recommence à travailler, recommence à avoir une vie personnelle, professionnelle, familiale, c'est aussi une richesse qu'il faudrait de temps en temps quantifier également. En tout cas, il faut s'affirmer et montrer toute l'importance qui est la vôtre en termes de protection de la santé publique, en termes de lien social aujourd'hui aussi, le lien social. On en manque un peu. Le médecin, sur le terrain, crée du lien social. Il faut en permanence convaincre les pouvoirs publics de ceci. Ce sera là la force à venir, et j'espère grandissante, de la médecine libérale. Je vous remercie de votre attention.